Bien le bonjour à vous tous. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG. Cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est Monsieur Jean-Patrick Ferrat, qui est le président de l'association P2Stop. On va parler du Children's Act. C'est certainement pour la protection des enfants. Monsieur Jean-Patrick Ferrat, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Cette émission cadre surtout avec le mot fait le Children's Act, hein, qui est une loi qui est arrivée après plusieurs années. Peut-être votre première impression, est-ce que c'est une bonne chose? Écoutez, oui, c'est une excellente chose pour le pays, pour la société et pour la protection des enfants. L'attente a été extrêmement longue, hein, puisqu'on travaille dessus depuis 2008, que la loi a été votée au Parlement donc en 2020 et qu'elle n'a été promulguée qu'en 2022. Donc c'est une excellente chose et c'est une avancée positive pour le pays que les lois s'adaptent aux nouvelles conditions d'environnement dans lesquelles les enfants évoluent. Et quand on dit les enfants, ici on parle des enfants aussi qui malheureusement sont victimes d'abus sexuels. Voilà. Jean-Patrick Ferrat, avant d'entrer dans les autres problématiques qui concernent certainement la protection des enfants, et trouver les solutions aussi, hein, c'est ça aussi le plus important. Et aussi, il y a l'aspect d'avertissement, l'aspect de sensibilisation qui est également très très important dans ce débat aujourd'hui. Mais avant tout cela, on aurait aimé comprendre le fonctionnement de P2Stop. Tout à Hein, fait, avec plaisir. expliquer à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui, c'est quoi P2Stop et comment peut-être les gens aimeraient, s'il y a des difficultés, des problèmes, est-ce qu'on peut contacter l'association? Bien sûr, c'est le but, hein. On est là pour aider les gens qui sont en difficulté. Donc l'association se compose d'un comité avec des membres qui sont des bénévoles. Le comité de direction est fait uniquement de bénévoles. Et l'association a la chance de pouvoir, grâce au soutien des donateurs et du NSIF, avoir des employés. Donc on a des employés permanents, on a une directrice des programmes, de coordination des programmes, on a et des secrétaires qui sont là pour récupérer justement la parole, les messages, les emails, tout ce qu'on reçoit, les appels téléphoniques. Notre bureau est basé à Bon Espoir, dans le Nord. Et le comité vient d'être, l'Assemblée générale était la semaine dernière, donc il y a un nouveau comité qui vient d'être réélu, avec pratiquement les mêmes membres que ceux de l'année précédente. Donc nous sommes sur la bonne voie. Nous essayons de rendre l'association pérenne en structurant donc son organigramme le mieux possible. Mais tout ça est fait uniquement avec l'argent des donateurs. Donc on est dépendant de ces donateurs ou des levées de fonds que nous faisons. Voilà. Quel est l'objectif de P2Stop? On aimerait comprendre Voilà. Alors l'objectif, c'est vraiment de se battre contre les violences sexuelles sur les enfants. Et pour ce faire, P2Stop a deux objectifs principaux, c'est informer et former. Quand je dis informer, ça veut dire expliquer aux gens c'est quoi la pédocriminalité, c'est quoi la pédophilie, pourquoi ça arrive, quelles sont les conditions dans lesquelles ça arrive. Et puis, donc ça c'est pour informer, donc on va dans les écoles, on va dans les entreprises qui nous sponsorisent et qui sont demandeuses d'informations, et nous informons les gens sur les risques, sur les devoirs et sur la loi, par exemple. Et puis on leur explique quand ça vous arrive, parce que c'est toujours très surprenant quand ça vous arrive, vous ne vous doutez pas, quand ça vous tombe dessus, c'est assez complexe à gérer émotionnellement et intellectuellement pour la famille qui doit entourer une victime. Et c'est toujours pareil, parce que la victime, dans 80% des cas, l'agresseur fait partie du cercle proche de la victime, donc c'est toujours compliqué. Et donc le premier volet, c'est l'information. Le deuxième volet, c'est la formation. La formation, pourquoi? Parce que
il est important que toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants victimes puissent donner un soutien adapté. C'est valable pour les psychologues qui étudient dans le courant de leur cursus académique toutes les formes d'aide psychologique nécessaires aux différents cas qui leur sont présentés. Et on ne peut pas dire que la pédocriminalité, la pédophilie, soit le cursus ou le chapitre sur lequel ils passent le plus de temps au niveau universitaire. Par contre, dans la vie réelle, quand on sait qu'une femme sur 5 est victime d'un abus sexuel durant son existence, on se dit quand même c'est un grave problème. Donc il faut former, et nous faisons en général venir des professionnels de l'extérieur qui forment les professionnels locaux sur les dernières techniques, les dernières technologies disponibles pour pouvoir aborder le sujet. Donc ça, c'est notre travail principal. Et puis, bon, il y a est venu avec le temps d'autres supports et d'autres fonctions qu'on donne, qui est le support d'aide psychologique, c'est-à-dire qu'on lève des fonds pour pouvoir aider ceux qui ne peuvent pas avoir une aide psychologique de qualité. On aide ceux qui souhaitent éventuellement poursuivre leurs agresseurs, par exemple, et qui n'ont pas les moyens de se payer des avocats pour pouvoir défendre leur cas. Donc on les aide. On les aide psychologiquement et on les aide financièrement aussi pour supporter. Et donc ces avocats avec qui nous travaillons, ce sont des avocats et des psychologues que nous recommandons parce que nous savons qu'ils ont les aptitudes et les connaissances pour aborder le sujet avec l'enfant. On leur apprend à faire des prises de parole. Évidemment, un avocat, il va vous dire qu'il n'est pas dans l'émotion, il est sur les faits, il est sur les actes, il est sur l'application de la loi, mais quand même, pour soutenir un enfant qui doit se retrouver en cours, parfois le gamin, il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qui se retrouve à la cour intermédiaire, par exemple, à Port-Louis, on apprend à l'avocat quand même à accompagner cette victime. Voilà ce que nous faisons comme activité principale pour soutenir les enfants victimes d'abus sexuels. Jean-Patrick Ferrat, merci pour toutes ces informations. On comprend l'importance de Pédostop. Et aussi, aujourd'hui, on va parler de la protection des enfants et aussi comprendre cette législation, Children's Act. Tout à fait. Et avant de parler de Children's Act, j'aimerais aborder une question avec vous parce que les gens qui suivent cette émission, peut-être fort probablement, ils se sentent pas intéressés par ce problème. Parce que bien souvent, on a l'intention, l'impression de dire chez moi, ça n'arrive pas. C'est pas chez moi. Non, mes enfants sont protégés. Et puis souvent aussi, le sujet est tabou. On ne veut pas trop l'aborder. Tout à fait. Très souvent, on cache des situations, on n'en parle pas. Surtout si, comme vous avez dit, l'agresseur est un proche de la famille. Alors, c'est une situation très, très compliquée. Vous avez utilisé le mot complexe tout à l'heure là. Je suis d'accord avec vous que c'est pas simple. Alors, comment protéger l'enfant quand le sujet même est tabou? Et puis, il y a aussi cette mentalité à dire que ce problème-là n'est pas chez moi. Oui. C'est peut-être ailleurs, mais de toutes les façons, pas chez moi. Oui. Alors, je ne parle pas, je ne suis pas psychologue, je parle avec mon expérience. Donc, je vais vous partager effectivement qu'il y a énormément de difficultés dans les familles à d'abord, ne serait-ce que aborder le sujet de la sexualité chez l'enfant. Nous savons que c'est difficile, les parents ont du mal à aborder le sujet de la sexualité, mais quand on parle d'abus sexuels, on est bien en train de parler d'une sexualité, une sexualité déviante de la part d'un agresseur, mais on parle de sexualité. Et si on explique aux enfants depuis jeunes ce qui est acceptable, pas acceptable avec leur corps par rapport à des contacts avec des adultes, ils vont tout de suite savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Parce que l'enfant se retrouve souvent dans une dualité
toujours parce que l'agresseur, souvent, est dans le cercle proche de la famille. Hein. On a entendu des cas, hein, c'est parfois les parents même. Parfois, c'est le père ou la mère qui agresse son propre enfant. Ça arrive. Mais ça peut être l'entraîneur de sport, ça peut être le chef scout, ça peut être... voilà, c'est une déviance sexuelle chez l'agresseur. Et l'enfant, lui, il est complètement perturbé parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne comprend pas que ce qu'on lui demande de faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. La personne qui lui demande est souvent une personne de confiance. Donc, il est dans une dualité. Et si, au départ, vous lui expliquez et vous lui parlez pour lui dire ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, il saura normalement quoi faire. Évidemment, il y a des situations qui sont plus complexes, hein, où l'agresseur va utiliser la peur, il va utiliser l'agressivité intellectuelle, morale, pour faire peur à l'enfant. Et là, l'enfant, il va se laisser faire dans un contexte de peur. Souvent, l'agresseur menace sa victime. Si tu parles à tes parents, si tu parles à ta maman, je vais lui faire du mal, je vais la tuer, ou je vais... Voilà, on a tout entendu. Toutes les situations ont été entendues dans les cas qu'on observe. Donc, c'est complexe dans la tête de l'enfant. Donc, l'important, commencer par la base, c'est parler de la sexualité avec son enfant correctement. Pour cela, donc, je vous ai dit, on a des programmes, on a même fait des vidéos, okay, et des bouquins. Les bouquins, ils sont en français, en anglais, en créole et même en braille, pour que n'importe qui puisse avoir accès à cette information qui est très simple. Hein, c'est comme un dessin animé. Malheureusement, je n'ai pas emmené ma brochure avec moi, mais elle est disponible, elle est chez nous. Et quand nous allons dans les centres où il y a des enfants, nous donnons aux éducateurs cet outil qui peut leur permettre d'aborder le sujet avec les enfants de façon facile, aisée. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est que dans les familles, c'est un sujet tabou. Hein. On a souvent tendance à dire, ça n'arrive pas, bien sûr que ça n'arrive pas chez nous, ça n'existe pas, mais non, ton oncle t'a fait ça, ou ta tante, non, mais c'est gentil, il est gentil avec toi, c'est parce qu'il t'aime qu'il fait ça. Alors qu'on refuse de reconnaître la réalité. Le corps d'enfant, ça lui appartient. Et si moindrement le geste qui a été fait vis-à-vis de lui le dérange, c'est que le geste était mal intentionné. C'est aussi simple que cela. Si le geste ne dérange pas l'enfant, on peut qualifier ce geste d'affection. Mais si le geste qui a été fait à l'enfant le dérange, okay, et qu'il se sent violenté, ben, tout de suite, on sait que c'est un geste déplacé. Un geste déplacé, et les traumatismes qui en découlent sont extrêmement compliqués. Ce sont des traumatismes que subit l'enfant et qui vont se répercuter malheureusement tout au long de sa vie, avec des symptômes comme perte de confiance en soi, crainte des adultes, difficulté de communication, honte, souvent honte. C'est souvent un sentiment que ressent l'enfant alors qu'il n'a rien fait pour, mais il va ressentir un sentiment de honte. Donc il va se refermer sur lui-même. Donc pour éviter tout ça... Ce sont des symptômes, n'est-ce pas? Voilà, ce sont les symptômes qu'on découvre chez l'enfant. Et donc pour éviter tout ça, il faut être, en tant que parent et en tant qu'éducateur, il faut observer les enfants et comprendre pourquoi ils sont comme ça. Un enfant n'est pas naturellement comme ça. Un enfant, c'est fait pour être joyeux. Un enfant, c'est fait pour jouer avec ses copains. Un enfant, il veut jouer au ballon. Il veut s'exprimer. Hein, tous les enfants, c'est pareil. C'est très rare les enfants. Enfin, peut-être aujourd'hui avec les enfants de la nouvelle génération et les téléphones, peut-être c'est un peu différent, mais en général, l'enfant aime s'amuser, aime sortir, aime rencontrer ses autres enfants, il aime jouer. Donc, quand vous voyez des comportements où l'enfant se met d'un côté solitaire, qui se renferme sur lui-même, qu'il ne parle pas beaucoup. Soyez vigilants et intéressez-vous à l'enfant. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'approchent de Pédostop pour dénoncer? Parce qu'on a évoqué ce problème, le sujet reste tabou. Ouais. Les gens continuent à dire ça va faire du bruit, on sera probablement... Ouais. On doit aller en cours, on sera probablement dans la presse. Mieux vaut rester loin de tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens
parce qu'il y a cet aspect de dénonciation également. Les gens doivent comprendre qu'on ne peut pas garder ce lourd secret. Tout à fait. C'est Exactement. impossible même. Ce sont des, on appelle ça des secrets de famille très souvent, hein, quand ça reste dans la famille et que ça ne ressort pas tout de suite. En tout cas, ça ne ressort pas tout de suite, mais ça va ressortir à un moment donné ou à un autre, parce que la fébrilité de la personne qui a été victime, ça va ressortir en général quand il y a une grosse, un gros moment émotionnel, une grande étape à passer. Ça peut être une naissance d'enfant, un mariage, un stress dû à un passage d'examen, par exemple. Et on va se retrouver avec donc des signes extérieurs de traumatisme. Alors, dans les familles, effectivement, nous constatons qu'il y a énormément de tabous et qu'on n'en parle pas. Hein, on met ça sous le tapis, comme on dit. Le moins on en parle, on pense que le mieux on se porte, malheureusement. On pense plus à l'image de la famille dans la société, comment la famille est vue par les autres, ok, ou à la réputation éventuellement de l'agresseur, que à la santé de la victime. Hein. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que ça fait des gens qui vont manquer peut-être un peu de stabilité, un peu de stabilité émotionnelle, hein, dans le futur. Il faut savoir, par exemple, que les traumatismes liés aux abus sexuels, okay, la moyenne des révélations se passe 13 ans après les faits. C'est une moyenne. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont le dire tout de suite. C'est possible de dénoncer après des années? Ah oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Il n'y a pas un laps de temps et voilà, non, il y a quand même, la loi. Il y a un grand débat dessus, un débat très animé, notamment en France, hein, parce qu'il y avait, comment elle s'appelle, Flavie Flamand, qui a écrit un livre sur un cas qui s'est déroulé. Elle était victime d'un viol, et il y avait eu prescription après 10 ans. Et donc aujourd'hui, dans certains cas, la loi permet de pouvoir faire notamment en France, des dénonciations jusqu'à 30 ans après les faits. Et à Maurice? Et alors, à Maurice, c'est dans le nouveau Children's Bill. On s'est amélioré aussi, maintenant ça va jusqu'à 30 ans. Il faut savoir qu'en Angleterre, il n'y a pas de prescription pour des cas d'abus sexuels. Et il y avait eu un cas, il y a 3 ans ou 4 ans de cela, d'un monsieur de 83 ans qui a été accusé au moins 40 ans après les faits. Donc, pour vous dire qu'en Angleterre, ils prennent ça extrêmement au sérieux. Et la protection des enfants, c'est beaucoup plus dans les pays anglophones. Hein, ils sont extrêmement en avance et protecteurs sur les enfants. Si vous allez en Angleterre, si vous allez au Canada, en Australie, en Afrique du Sud même, je ne connais pas très bien l'Inde, mais je sais que notre directrice, Madame Pertob, a travaillé en Inde et elle disait que la parole de l'enfant était extrêmement bien prise et bien écoutée en Inde. Après, bon, il y a la justice qui va suivre son cours en Inde, et c'est compliqué. Mais par contre, la parole des enfants est très bien prise en considération. Donc voilà, ça dépend un peu des pays, ça dépend un peu des mentalités. Mais là, à Maurice, je vais vous dire ce qui nous intéresse. Hein. Donc c'est l'application de la loi. Okay, les termes de la loi ont été définis. Donc c'est le State Law Office qui définit ces lois en observant un peu ce qui se fait ailleurs de mieux. Et puis ensuite, le State Law Office soumet cela au Parlement. Le Parlement vote la loi. Ensuite, il faut la promulguer. Donc, elle a été promulguée en 2022. Ça a beaucoup tardé. Et ça a beaucoup tardé. Pourquoi? Pour des raisons liées évidemment à l'application de ces lois. Hein, parce que les organismes que nous avons à Maurice, on a la CDU évidemment qui est en première ligne. On a la brigade des mineurs. On a l'interaction avec la police de tous les jours, hein, avec la police de son quartier, de son village, donc les postes de police où on va dénoncer. Et puis, il y a les probation officers. Donc, tous ces gens-là sont de près ou de loin mêlés à l'application des lois à Maurice. La loi a été promulguée, et c'est très très bien, mais il semblerait que les moyens mis à disposition n'ont pas été bien réfléchis.
D'abord, il y a des moyens financiers. Donc, ça dépend du ministre des Finances. Qu'est-ce qui est mis dans son budget pour les enfants, pour l'application des peines des enfants. Il y a des choses qui ont été bien faites jusqu'à maintenant, comme par exemple la nouvelle cour pour les enfants. Je n'ai pas eu l'occasion de la visiter encore, mais notre directrice a été visitée. Elle a rencontré des juges, donc les juges ont été nommés. Donc il y a déjà 4 juges qui ont été nommés pour s'occuper spécifiquement des enfants. Et là, si vous voulez, c'est la chose qu'on voit à Maurice, en fait, c'est que les fonctionnaires, ils sont nommés malheureusement pour s'occuper des enfants. Ce n'est pas une vocation. Si vous allez dans d'autres pays, ce sont des vocations. C'est-à-dire que les juges ou les probation officers ou, par exemple, la brigade des mineurs, elle porte bien son nom, on rentre dedans pour faire carrière avec un objectif. Okay? C'est celui de servir la cause des enfants. Quand on vient de nommer des fonctionnaires pour s'occuper des enfants, c'est plus difficile, parce qu'ils n'ont pas choisi forcément d'être là. J'espère que dans le cas des juges, ils ont choisi d'être là, parce que la plus grande difficulté pour les professionnels qui travaillent avec les enfants, c'est de récupérer la parole de l'enfant dans les meilleures conditions. Pourquoi? Alors, il y a deux choses. D'abord, l'enfant a besoin de support psychologique. Donc, il faut récupérer sa parole correctement et il ne faut pas le traumatiser. Et l'étape de la justice est une étape traumatisante. Il faut la simplifier. C'est une étape qui demande à être simplifiée. Donc, dans la nouvelle cour des enfants, nous savons maintenant qu'il y a des dispositifs et des dispositions qui sont prises pour que cette parole soit prise en une fois, un témoignage soit pris en une fois. On sait qu'il y aura très bientôt la possibilité d'enregistrer ce témoignage et que ce témoignage, il soit considéré comme valable devant la justice. Parce qu'il faut qu'il soit inattaquable par l'avocat de l'agresseur. Et donc, si cela est dans la loi, c'est une grande avancée pour les enfants. Moi, je parle de mon vécu. J'ai vu des enfants être interrogés dans les postes de police. Même moi, j'ai peur. Je vous dis franchement, c'est pas que le policier qui prend la parole de l'enfant en général, c'est une femme. C'est tout le temps une femme. On essaye d'avoir une femme. Par contre, cette dame n'est pas disponible. L'enfant, il attend dans le poste de police. On a déjà eu des cas où l'enfant attend pendant 3 heures. Vous imaginez un enfant dans un poste de police avec les va-et-vient de criminels qui l'entourent, des gens qui sont à côté, des policiers qui s'occupent de différents d'autres problèmes. Et la taille de nos polices ne sont pas très grandes, donc en général, l'enfant, il est en plein milieu. Et donc, il est traumatisé avant de commencer. Et ce qui se passe, c'est que ça bloque sa parole. Ça le traumatise et il ne veut pas parler. Parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive et qu'est-ce qu'il fait là. Donc, dans les nouvelles dispositions, Qu'est-ce qui change? Ça change. D'abord, j'espère que les policiers qui vont interroger, on a demandé, on espère que ça va y arriver, ils ne sont pas en tenue de policier. J'espère que on va y arriver. On sait qu'il y a une salle de jeu. On sait une salle, il y a des jeux, parce que la parole de l'enfant, on vous dit que 70% de 70% de ce que communique l'enfant, il le fait par son corps et par les gestes et par sa façon de se tenir, sa façon il peut dessiner, par exemple. On peut prendre des témoignages en dessinant. Parfois, la parole ne sort pas, mais si on ne lui donne pas un stylo et un papier pour qu'il dessine ce qui lui est arrivé, on n'aura pas son témoignage. Mais cette facilité-là, ou ces facilités, c'est disponible dans les postes de police? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est disponible, d'après ce que j'ai compris, dans la nouvelle cour de justice des enfants. Mais on voudrait qu'il y ait des postes de police qui soient équipés aussi comme cela. Et que l'enfant puisse attendre, par exemple, que la responsable qui va venir prendre son témoignage un poste de police, parce que le pays n'est pas grand, un poste de police par attribué... par région, par exemple. Ça. Voilà, on pourrait faire ça, un poste par région. On pourrait choisir le poste en question. Et vous savez, ce qui est le plus triste dedans, c'est que il y a de l'argent au niveau international pour favoriser ce genre aux Nations Unies, par exemple. Ils ont des budgets pour ça, pour faciliter
la prise en charge et la, la protection de l'enfant. Et en fait, c'est plus une question de volonté. Et après, on se débrouille pour obtenir les dons et pour obtenir les aides qu'il faut pour créer l'environnement favorable à l'enfant. Et ça, c'est possible. Mais pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait une volonté. Et j'espère qu'avec la nouvelle Cour de justice, les nouveaux juges qui ont été nommés, ça va bien se passer. Mais le juge ne fait pas tout. Okay? Le juge, il est là pour trancher entre éventuellement donc, une victime et son agresseur. Ce qui est important, c'est comment on a récupéré cette parole de cet enfant, et ensuite, donc, les organismes qui sont autour, que ce soit la CDU, que ce soit les probation officers ou que ce soit la brigade des mineurs, c'est comment ces trois organismes travaillent ensemble pour que chacun assume ses responsabilités. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire. Parce que les probation officers, par exemple, ils vont demander des moyens. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas leur responsabilité. Dans la nouvelle loi, ça l'est. Quels sont les moyens qu'on met à leur disposition? Vous voyez? Ça n'a pas, à mon avis, été trop réfléchi encore jusqu'à maintenant, mais c'est en pleine réflexion, là. On le sait, hein, on le sait parce qu'on connaît des gens, on discute, on parle, et on espère que ça va aller dans la bonne voie, et que tout le monde y va mettre de la bonne volonté, et qu'on va arriver rapidement à un consensus sur quelle est la meilleure forme de collaboration des différents organismes pour que la prise de parole de l'enfant soit correctement faite et que ça mène à un verdict et à une sentence qui soit en relation avec les faits. Hein. Il faut savoir que c'est pas qu'à Maurice que c'est difficile. Hein. C'est difficile dans tous les pays, mais il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres et qui peuvent servir d'exemple pour nous. Et c'est ça qui est important. Hein. C'est ça qui est important et j'insiste sur le rôle de moteur que doit avoir le ministère de la protection de l'enfant et de l'égalité du genre. Parce que c'est quand même les ministres qui dictent les directions dans lesquelles ils veulent que leur allons dire, le passage au ministère soit marqué dans l'histoire. Hein. Si le ministre a une vision claire, si la ministre est une dame, ça a toujours été des dames du reste, je ne sais pas pourquoi, a une vision claire de ce qu'elle veut atteindre comme objectif, après, il faut qu'elle voie son collègue du ministère de la Justice, il faut qu'elle voie son collègue, le commissaire de police, pour voir que tout ce monde-là qui est impliqué, hein, mais en partie dans le suivi de la prise de parole, soit vraiment impliqué et responsable. Le plus gros problème qu'on a dans l'administration à Maurice, c'est que du fait de la séparation des étapes menant à un objectif, malheureusement, personne ne se sent responsable de l'objectif final. C'est valable partout. Hein. Par observation personnelle, hein, c'est valable dans tout. Vous allez au district council, vous faites une demande de PMI, mon dossier n'est pas là, mon dossier est là-bas, mon dossier n'est pas là, il est là-bas. Il n'est jamais avec la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et que quand je demande où en est le dossier, personne ne peut répondre parce que c'est pas avec lui. La personne à qui je l'ai laissé, c'est pas avec lui, ça bouge avec d'autres. Donc ça c'est au district council, mais c'est valable aussi dans les ministères, hein, c'est valable partout. C'est la responsabilité finale à qui est-ce qu'elle incombe. Et tant qu'on n'a pas défini cela, je crois qu'on va encore être... on va perdre du temps. Exactement. Toujours en retard sur les événements. Allons dire ça comme ça. M. Ferrat, moi je pense que les gens qui suivent cette émission vont comprendre, parce que là on parle d'un sujet très très sérieux, c'est la protection de nos enfants. Et en vous écoutant parler, nul n'est à l'abri. On parle là de la législation, le Children's Act, qui a été promulgué cette année pour la protection de nos enfants. C'est un bon début parce que vous me parlez de 2008, depuis qu'on a enclenché la procédure. On est aujourd'hui en 2022. Heureusement qu'on a réussi à le faire, encore une fois, je dis, pour la protection de nos enfants. Mais moi, ma question aujourd'hui, c'est par rapport à ces personnes qui travaillent avec les enfants. Vous avez des enseignants qui ont le contact direct avec des enfants. Vous avez parlé des coachs
des fois, qui ont le contact direct avec des enfants. Comment est-ce Tout qu'on à fait. peut faire pour aller dans cette protection? Mhm. À qui on peut faire confiance? Est-ce Ouais. que la personne devrait produire un document pour attester Ah oui, Vous voyez ce que je vous dis? Je ne sais oui, pas, mais qu'est-ce écoutez, que vous pensez? tout à Est-ce fait. qu'on peut aller, on peut faire confiance et laisser nos enfants avec n'importe qui? Non. Comment est-ce que ça peut se faire? Oui, Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on peut faire confiance à une personne? oui, Des fois, on tombe dans la facilité. On peut laisser avec notre enfant ou nos enfants avec quelqu'un. oui, Euh, et on ne sait pas ce qui peut arriver par la suite. bien sûr. Des fois, on va peut-être dans un club quitter nos enfants pour pratiquer un sport. On ne peut pas savoir ce qui peut arriver. Tout à Là, fait. je parle de l'aspect pratique des choses pour que les gens comprennent Mhm. vraiment le débat. Ouais. Parce que je suis sûr que vous, en tant que président de l'association Pays de Stop, vous avez, quand je vous parle de ça, là, vous avez déjà des images en tête Ah oui. de plusieurs situations compliquées, complexes, Mhm. quand les gens ont fait confiance à d'autres personnes et ce qui s'est passé. Si vous avez des témoignages, vous voulez nous raconter, sans Le entrer dans, témoignage, sans nommer de nom oui, certainement, non, non, on va pas nommer de nom, bien mais sûr, racontez-nous des mais témoignages, des voilà, situations, écoutez, et aussi qu'est-ce qu'il faut faire, parce que ouais. les gens, des fois, vont seulement laisser leurs enfants avec n'importe qui. Ne jamais faire confiance à 100%, ça n'existe pas. Ok, ça n'existe pas de cas d'enfants qui n'ont. Je vous ai dit, c'est une femme sur 5, c'est un homme sur 13, ok, Mhm. a été agressé. Mais une femme sur Mais cinq, c'est déjà beaucoup, je Monsieur soupçonne Ferrand. les hommes d'avoir un ego un peu déplacé et de ne pas dire la vérité. C'est-à-dire que l'homme a Mhm. honte Mhm. et il ne témoigne pas. Je soupçonne qu'il ne Mhm. témoigne pas dans la réalité. Il y a d'autres pays où les statistiques disent 1 pour 9 chez les hommes. Mhm. Donc c'est facile, hein, vous avez un groupe d'enfants, un groupe de footballeurs par exemple. Vous avez 11 contre 11, ça fait 22, plus l'entraîneur, plus tout le monde, ça fait 25 personnes présentes. Vous pouvez être sûr qu'il y a des gens qui ont déjà été agressés dedans. Hein. Mhm. Donc il faut rester extrêmement vigilant. Je vous dis, c'est aux parents à observer leurs enfants et à dire, mais dans la nouvelle loi, il n'y a pas que les parents. Dans la nouvelle loi, tout professionnel qui est en contact avec les enfants et qui récupère cette parole de l'enfant, s'il ne prend pas une action pour informer qu'il y a eu un problème et que l'enfant a témoigné, euh, il est présumé coupable. En tout cas, il est en tout cas présumé Complice. complice. Alors, la complicité, ça mène à la culpabilité. Hein. Mhm. Quand on est complice, on est coupable. On n'est pas celui qui a agi, mais Mhm. on est coupable quand même de complicité, puisqu'on a participé à étouffer la parole. Mais tout n'est pas parfait dans la nouvelle loi. Hein. Elle va certainement être un petit peu rabotée à gauche, à droite. Nous-mêmes, ça nous a un peu surpris jusqu'où elle va. Je vais vous dire quelque chose qu'on a observé. J'espère qu'on a bien compris. Je ne crois pas dire une bêtise à la radio, à la télé. Si, par exemple, dans la nouvelle loi, hein, un voisin entend des hurlements chez son voisin et qu'il entend un enfant il prévient la police. La police a le droit de débarquer et de rentrer dans la maison en question, où il y a l'enfant qui hurle, euh, sans aucune autorisation Sans préalable, mandat. sans mandat. Mhm. Ça, je trouve ça assez grave parce que nous avons là, on peut imaginer ce qui peut arriver si la police peut rentrer dans la maison de n'importe qui, sans mandat, sans autorisation, uniquement sur témoignage du Mhm. voisin. Hein, parce que souvent, entre les voisins, il y a un peu des conflits. On peut imaginer ce qui peut arriver dans les excès. Donc même nous, ça nous a un peu surpris. Par contre, je vous assure, la nouvelle loi, elle est très bien faite et elle est très complète. Okay, elle est précise, elle dicte bien ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire. Le problème, c'est l'application. Hein, comme je vous dis, je vous ai cité un cas là dans la loi qui me semble va devoir être retravaillé, hein, parce qu'il y a, il y a quand même des choses à préciser. Okay, dans quelles conditions est-ce que ce policier peut rentrer dans la maison de quelqu'un? Mhm. Quand même, c'est une violation Propriété. d'espace privé là. Hein. Donc voilà, il y a des choses qu'on va devoir raboter dans la loi, certainement. Mais elle existe, donc c'est ça qui est fantastique, c'est qu'elle est là maintenant et qu'on peut l'améliorer. On ne peut que l'améliorer en discutant avec les gens qui ont des connaissances dans ce domaine. Donc ça, c'est important. Donc pour revenir aux enfants et aux maternelles et aux crèches, oui, on a eu des cas.
de dénonciation, par exemple. On a eu un cas de dénonciation où, en fait, la directrice de la maternelle, c'était pas elle qui agressait les enfants, mais c'était le fils de la directrice de la maternelle. D'accord. Vous voyez? Donc le fils était là, il était en permanence là, en contact avec des enfants, 3, 4, 5 ans. Et il était là en permanence et on a eu des enfants qui se sont plaints à leurs parents, qui ont été voir la directrice. Et puis la directrice, comme c'était son fils, ben, elle a pas pris les mesures qu'il fallait. Okay. Et la justice non plus n'a pas encore pris les mesures parce que l'agresseur, en fait, a été libéré et il est encore dans la maternelle. Il est encore présent à la maternelle, alors que la justice aurait dû dire, par exemple, prendre un step immédiat pour dire pas de contact avec les enfants. Maintenant, quand vous employez du personnel qui va travailler avec les enfants, effectivement, il faut être vigilant sur le passé de la personne. Mais encore une fois, le passé ne va pas tout dire, parce que si on regarde encore une fois les statistiques entre le nombre de cas réels d'agression sexuelle et le nombre de personnes qui font de la prison pour agression sexuelle, on arrive à 0,13%. On arrive à 2% de cas qui arrivent à des sentences et 0,13% qui vont en prison. C'est quand même grave, c'est très très grave, parce que les délits sont quand même, c'est un délit criminel, hein. Donc c'est quand même bizarre que la justice n'a pas un meilleur taux de réussite. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas un meilleur taux de réussite? C'est pour les multiples raisons que je vous ai expliquées déjà, l'environnement dans lequel... Les failles du système précédent. Il faut espérer que le nouveau système qui est en préparation va être meilleur. Mais les failles du système, en fait, je vous ai dit que le juge, lui, il doit prendre une décision en toute impartialité. Vous imaginez un enfant qui doit raconter son problème une première fois au poste de police de sa localité. Puis une deuxième, d'abord à ses parents, compliqué déjà à ses parents. Ensuite, à l'avocat qui va le défendre, deuxième fois. Troisième fois, il faut qu'il aille faire une déposition à la police, accompagné de son parent, parce que c'est un mineur. Troisième fois. Et je vous ai parlé des conditions dans les postes de police. Ensuite, si ça se complique, l'affaire va suivre son cours, il va témoigner, on va prendre son témoignage, et le DPP décide de poursuivre. Le DPP poursuit l'agresseur, l'affaire passe en cours. Et vous allez vous retrouver donc avec un gamin, un enfant, qui va se retrouver normalement en cours intermédiaire à Port-Louis. Je ne sais pas si vous connaissez le bâtiment de la cour intermédiaire, mais c'est pas très invitant pas très invitant. Mais la nouvelle cour va pallier à ce problème. Tant mieux. Elle pallie déjà, puisqu'elle est pas encore officiellement en opération, mais elle pallie à ce problème. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il faut que la parole de l'enfant devant le juge, d'accord, quand il est interrogé par son avocat et par l'avocat adverse, corresponde à son témoignage qu'il a fait. Quand on connaît le délai nécessaire à la police pour mener une enquête, on peut imaginer qu'un enfant qui est traumatisé, qui doit répéter exactement la même chose pour que le juge le croie, que ce qu'il a dit dans sa déposition 3, 4 ans, 5 ans avant. Parce que le moyen le plus facile si vous voulez, pour un avocat d'un pédocriminel de défendre son client, c'est d'agir sur les émotions de la victime. Et donc, quand on agit sur ses émotions et que sa parole ne sort pas, on a du mal, parce qu'en cours, c'est ça qu'on vous demande, hein, c'est de répéter ce que vous avez dit dans votre déposition pour qu'on voit si ce que vous dites corrobore avec ce que vous avez dit quelques années auparavant. Donc, une difficulté extrême. Et c'est malheureusement là où beaucoup de cas n'ont pas d'issue pour l'agresser. Et ensuite, il y a le jugement. Allons dire que l'agresseur, dans ce cas-là, est reconnu coupable. Il y a la sentence. Alors, quand il y a une sentence, si l'agresseur n'a pas de casier judiciaire, en général, à Maurice, les juges, ils sont très cléments. On a eu un cas, par exemple, où 1 an de prison ferme a été commué en 180 heures de travaux communautaires. Je ne vois pas un, on a eu plein de cas comme ça. Il faut nous expliquer en quoi 1 an de prison ferme qui permet à l'agresseur de pouvoir se remettre en question et de comprendre que ce qu'il a fait est mal, peut être équivalent en peine à 180 heures de travaux communautaires. Il faut peindre le bâtiment de la police ou il faut aller balayer la cour de l'école du village. D'abord, on remet l'agresseur
en relation avec des enfants alors même qu'il n'a pas de suivi psychologique. Hein. Mhm. Parce que dans tous les pays avancés, tous ceux qui ont des agressions, des agresseurs, tous les agresseurs, tous les pédocriminels, en prison, ils ont des suivis psychologiques. Mhm. À Maurice, il n'y a pas. D'accord? Donc on prend la personne, on lui dit, OK, ben, pendant 180 heures, tu vas peindre les murs du poste de police. Il le fait, et puis il ressort, et il rentre chez lui. Terminé. Évidemment, il a un casier judiciaire maintenant. Donc ça, c'est le minimum que vous devez demander. Si des adultes sont en contact avec des enfants, c'est du minimum, c'est d'avoir un casier Monsieur Ferrand, judiciaire vierge. on termine dans quelques minutes. Je vais vous laisser la parole là pour que vous passiez le message. Et vous avez un message important sur la protection de nos enfants. Et ma question aussi, c'est, vous savez, au niveau international, il y a une liste des personnes probablement condamnées concernant dans les affaires d'agression sexuelle, surtout chez les enfants. On appelle ça les pédophiles, certainement. Est-ce qu'à Maurice, c'est pareil? Est-ce que ça figure sur cette liste internationale? Par exemple, si quelqu'un est un pédophile, est-ce que cela Alors, est connu? c'est bien que vous le releviez ça, Josian, parce que nous avons deux cas extrêmement intéressants. Hein. Nous avons nous-mêmes, en tant que Pédostop, fait une plainte lorsque il y a eu un cas de pédocriminalité en ligne. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça, c'était à Maurice. Et donc, on a fait une plainte officielle et on attend maintenant que la justice prenne le dessus. Hein. Donc ça, c'est à l'ICTA que ça a été, il me semble que pas à l'ICTA, c'est à l'IBA, si je ne me trompe pas, qu'on a demandé plus d'informations pour savoir. Et puis vous avez le cas de Rodrigue, par exemple. Qu'en est-il du cas de Rodrigue? C'est quelque chose d'assez simple, les faits sont évidents. Pourquoi ça tarde? Au contraire, quand on a les moyens de faire des exemples et quand on a les moyens de rapidement prendre des mesures correctives pour protéger l'ensemble de la société, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Okay. Et donc là, nous avons deux cas importants et on va voir comment la justice va traiter ces deux cas. Mais ça, c'est quelque chose qui nous arrive de plus en plus, c'est la pédocriminalité. Et ça, les parents doivent aussi être extrêmement vigilants sur qu'est-ce que leurs enfants font sur leur téléphone et leurs ordinateurs, parce que nous avons de plus en plus de cas. Et ce sont des cas souvent très médiatiques et médiatisés, parce que l'ampleur est beaucoup plus grande. Hein, et elle paraît choquante. Donc je crois que c'est important que la justice mauricienne, dans les deux cas dont je vous ai cités, hein, parce qu'il y a une qui est un cas de pédocriminalité, de pédocriminalité Maurice, mais qui est relié à d'autres pays. Et dans le cas de Rodrigue, c'est à Rodrigue même. Cas intéressant, puisque tous les intervenants et toutes les personnes impliquées ont déjà été identifiées. C'est important de savoir à quelle vitesse ça va marcher, ce cas-là. Mais surtout pour que ça ne se reproduise pas. Bien sûr. Okay. À quoi ça sert la justice, en fait? Ça sert à faire peur, hein, c'est à ça que ça sert. Hein. Et puis à faire les gens prendre conscience de que ce qu'ils ont fait est mal. C'est parce que le pédocriminel, c'est celui qui passe c'est le pédophile qui passe à l'acte. En fait, il a une pulsion, mais il ne peut pas se contrôler. Mais il sait que ce qu'il fait est mal. D'accord? Il le sait intrinsèquement au fond de lui, parce que sinon, il n'aurait pas menacé l'enfant tranquillement le soir, dans sa chambre. Il l'aurait fait ouvertement devant les parents. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il sait que ce qu'il fait est mal. Il le sait, mais il le fait quand même. Hein? Donc voilà, ça c'est important. Je vais faire le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est soyez vigilants pour vos enfants. La justice, oui, on a une nouvelle forme de justice à Maurice qui va nous permettre de mieux défendre les enfants. Mais la première chose à faire, c'est d'être vigilant et de chacun protéger ses enfants et surtout de ne pas étouffer la parole. C'est ça le plus important. Monsieur Jean-Patrick Ferrat, président de Pédostop, l'association, merci beaucoup pour votre présence. On est d'accord sur ce fait qu'on doit tout faire pour la protection de nos enfants. Hein, on parle d'avenir là. Tout à fait. On prend l'engagement de faire d'autres émissions pour informer, pour sensibiliser. C'est très très important que le sujet ne reste pas tabou. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux voilà, auditeurs. nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et on va vous souhaiter une très très bonne journée. Au revoir.